Voilà, nous allons, Madame la Ministre, Monsieur le Conseiller fédéral, essayer de saisir vos propos au vol. Et je vais demander à Madame Lyon, vous êtes responsable de la formation et de la recherche dans ce canton, notamment, nous l'avons répété à maintes reprises, la sortie du nucléaire, la transition énergétique, ce n'est pas seulement une question de technologie, c'est aussi une question de société. Et voilà, je crois que je vais vous laisser. C'est une question aussi de société. Et Madame Lyon, j'aimerais vous demander que peut faire l'école, que peut faire l'université, comment les métiers et donc les formations vont-elles évoluer au moment où nous négocions cette transition énergétique. Trouver le chemin vers la sortie du nucléaire dans un délai extrêmement court par rapport à l'ambition de cette sortie du nucléaire. Par ailleurs, les cantons et le canton de Vaud en particulier ont développé eux aussi ou mis à disposition des ressources complémentaires. Le canton de Vaud a mis une somme importante, 100 millions de francs de côté pour aider à cette transition. Une partie de cette somme est attribuée aux hautes écoles pour des projets qu'elles ont déposés devant le Conseil d'État. Et l'on peut indiquer que pour la Haute École d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud, l'Université de Lausanne et l'École polytechnique fédérale de Lausanne, c'est un montant de 12 millions qui sera attribué à des projets liés à ces éléments-là. De citer ces trois hautes écoles permet de souligner, et c'est un élément complémentaire à la réponse, que chacune des hautes écoles, chacune dans ce qu'elle sait faire le mieux, le core business, devra collaborer avec les autres pour trouver ce chemin. Nous avons la chance d'avoir l'École polytechnique fédérale de Lausanne juste à côté, qui est dédiée aux sciences et à la technologie, et puis d'avoir à l'Université de Lausanne les penseurs, les philosophes, les chercheurs en sciences humaines qui peuvent eux aussi, en lien avec les chercheurs des sciences dures, poser peu à peu le cadre qui permet d'avancer sur la transition énergétique. Nous avons par ailleurs à l'Université de Lausanne, ça a été évoqué dans les discours des deux ministres tout à l'heure, tout un programme d'interface entre les hautes écoles et la cité pour permettre à la société civile de se sentir partie prenante. Je conclurai en disant que nous avons la chance, le conseiller fédéral Schneiderman a cité les hautes écoles spécialisées, d'avoir dans le canton des hautes écoles spécialisées de très grande qualité et qui par ailleurs peuvent travailler en très bonne intelligence avec les hautes écoles d'autres cantons sur des thèmes spécifiques dans le cadre du système de la HESSO, et d'avoir les sciences, appelons-les fondamentales, dans l'université, respectivement l'école polytechnique, d'avoir les sciences appliquées dans les HES permettent de trouver des chemins extrêmement innovants sur le thème qui nous occupe aujourd'hui, ou sur lequel vous m'avez questionné, à savoir la transition énergétique. Nous avons des projets qui sont des projets aussi, parce qu'il faut des symboles, des projets qui sont
des projets qui parlent aux citoyennes et citoyens, comme le projet Planète Solar, le bateau solaire qui a fait le tour du monde et qui repart pour un périple, a été en partie conçu à Yverdon, à la Haute École d'ingénierie et de gestion. Et puis un autre projet en lien avec le canton de Fribourg, un projet dit ICAR, de voitures mues par l'énergie solaire. Donc en résumé, les cantons, avec déjà les attributions financières de base très élevées qu'ils donnent à leurs hautes écoles, contribuent à cela. Et puis nous avons pu par ailleurs dégager des ressources spécifiques sur ce thème qui viennent compléter les montants prévus par la Confédération. Merci. Et dans les écoles primaires, les enfants voilà, qui seront au fond ceux qui vont vivre cette transition énergétique? Je dirais que depuis des décennies, la Suisse, dans l'ensemble de son système scolaire, et toutes celles et ceux qui ont fait l'école en Suisse le savent, avons été drillés à la question du recyclage, de la récupération, notamment du papier, récupération d'autres éléments qui peuvent être recyclés. J'ai 50 ans, ça fait plus de 45 ans que ces programmes sont à l'œuvre, j'ai pu en juger moi-même. Ce sont des éléments qui sont importants et que nous poursuivons. Par ailleurs, nous avons un défi que nous menons conjointement avec les hautes écoles de type technologique, c'est de faire en sorte que les enfants, puis les adolescents s'orientent ou souhaitent s'orienter vers les hautes écoles de type technologique, parce que les enfants, et on a souvent débattu cela dans le cadre de l'université, respectivement de l'école polytechnique, associent, dans leur langage naïf mais très pertinent d'enfants, associent la science à des éléments dommageables pour la survie de la planète. Donc il y a tout un chemin à faire pour convaincre les enfants que les sciences peuvent aussi avoir un côté bénéfique et puis peu à peu d'attirer de jeunes talents vers les écoles polytechniques en particulier. Il y a des programmes très intéressants qui sont conduits à l'EPFL, notamment pour la robotique envers les jeunes filles, pour susciter des très, très jeunes filles, pour susciter des vocations. Et enfin, nous avons développé à l'échelle de l'ensemble de la Suisse romande un cours avec l'école polytechnique qui nous avait proposé ce cours pour des enfants surdoués en mathématiques, suivent les cours de l'école polytechnique une fois par semaine et arrivent avant la fin de l'école obligatoire à avoir fini pratiquement tout le programme du gymnase, donc du lycée, avant même d'avoir fini leur cursus à l'école obligatoire. Donc nous avons ces éléments-là, mais le grand défi, c'est de faire en sorte que les enfants apprivoisent la technologie comme étant un élément favorable, positif pour eux et non pas un élément destructeur. Merci, Madame la conseillère d'État. Je passe la parole à Monsieur Kéran, président de Rhône-Alpes-Vallée, et la région qui va avec. C'est une région qui comprend beaucoup d'instituts de recherche de très haut niveau. Pourtant, le transfert de technologie vers l'économie ne se fait pas toujours de manière optimale. C'est vrai aussi pour le domaine des énergies. Que faire pour faciliter ce transfert, pour créer de nouveaux emplois? Et d'ailleurs, quel est le potentiel d'emploi lié aux nouvelles énergies dans votre région et dans la nôtre? Merci. Je partirai de votre conclusion, votre dernière interpellation, d'abord pour vous dire que la région Rhône-Alpes est la première région énergétique d'Europe. Madame Fioraso, la ministre, évoquait notre potentiel de recherche. Cela se traduit en termes de production. Nous sommes la première région nucléaire avec 14 tranches nucléaires sur les centrales qui sont installées le long du Rhône. Nous sommes aussi la première région hydraulique, puisque nous produisons 40% de l'hydraulique française. On retrouve chaque fois le Rhône. Les centrales sont au bord du Rhône, l'hydraulique est principalement au bord le long du Rhône, avec évidemment tous les affluents qui drainent sur ce bassin versant. Il faut ajouter, ce qui rejoint votre question, que le secteur de l'énergie en Rhône-Alpes représente
250 000 emplois directs et indirects, c'est-à-dire 10% des emplois de notre territoire. C'est dire combien les choix qui seront faits sont fondamentaux. Mais déjà, nous nous sommes orientés vers des évolutions significatives. Nous sommes la première région française pour la production de granulés bois et la première région pour le solaire thermique. Je dirais aussi que la transition énergétique qui a été engagée, le débat en France qui est en train de se dérouler, est un débat qui est un débat citoyen. Et c'est fondamental que les citoyens qui ont une conscience que nous sommes dans une période de transition, d'évolution, de rupture, soient partie prenante. Si on regarde ce qui s'est passé en France, il y a eu 2 périodes de rupture déjà. Il y a eu la période à la Libération, 1945. À la fois, c'est un modèle centralisé, principalement sur l'électricité, et qui a été constitué. Et c'est aussi un modèle qui a misé sur l'hydraulique. Il faut savoir que dans les années 50, l'hydraulique représentait 50% plus de 50% de la production d'électricité en France. Et l'aménagement du Rhône en a été un des éléments très forts. Ensuite, la deuxième rupture, c'est 73-74, le choc pétrolier. Et la France s'oriente vers le nucléaire. 75% de la production d'électricité française provient du nucléaire, 58 tranches de centrales, 14 dans la région Rhône-Alpes. C'est donc un choix. Chaque fois, ces choix ont été faits par des experts. Là, nous sommes à cette troisième phase, troisième moment de rupture, d'évolution. Et ce qui est important, c'est que les choix qui seront faits soient des choix partagés. Parce que c'est une question que les citoyens s'approprient. Dans le cadre du débat sur la transition énergétique, nous avons en Rhône-Alpes labellisé 130 débats sur le territoire, donc qui sont des débats multiples organisés par des structures économiques, associatives, par les syndicats. Ça montre l'intérêt qui se manifeste. Et quand nous avons fait une journée citoyenne la semaine dernière à la région, nous avons vu que 75% des personnes qui étaient présentes, qui avaient été choisies suivant un panel statistique qui est le panel des sondages, 75% pensaient que la transition énergétique aurait des effets bénéfiques sur la société. Donc cette mobilisation est forte et en même temps elle est nécessaire parce que les choix qui vont être faits au niveau national dans une loi d'orientation, ce sera à la fois de déterminer le rythme de la transition énergétique, les choix, mais aussi les coûts qui en seront induits pour la société. On voit l'exemple allemand où les termes du débat sont aujourd'hui posés avec acuité. Alors, pour reprendre votre premier questionnement, moi je dirais qu'aujourd'hui, comment lever les obstacles? D'abord, il faut décloisonner. Je pense que la question de l'énergie n'est plus une question simplement de production. Elle est une question, elle l'a toujours été, la question énergétique, une question d'organisation de la société. Elle a induit le développement industriel, le développement des villes. Mais de plus en plus, cette question énergétique met en jeu nos modes d'habitat, nos modes d'organisation dans l'espace, que ce soit l'organisation des villes, que ce soit l'organisation des réseaux de transport, le problème de l'étalement urbain. Donc ce n'est plus simplement une question de production. Il faut à la fois faire appel aux sciences fondamentales, mais aussi aux sciences humaines sur l'organisation de la société. Le deuxième point, c'est la stabilité des règles. En France, on a trop connu l'instabilité, en particulier sur le développement du solaire photovoltaïque, où il y a eu un moratoire, il y a 2 ans, qui a pratiquement cassé la filière, qui a fait perdre des emplois. Ce que nous demandent les industriels, les innovateurs, c'est d'avoir une stabilité des règles pour pouvoir poursuivre leurs recherches. Je pense que l'une des recherches les plus fortes que nous menons avec l'Institut national de l'énergie solaire est la recherche sur le rendement des cellules photovoltaïques, parce que c'est là où nous pourrons approcher de ce que nous appelons en France la parité réseau, c'est-à-dire que le coût de production du photovoltaïque sera un coût de production qui sera très proche de celui qui est aujourd'hui pratiqué, notamment avec l'énergie nucléaire, si l'on conçoit l'ensemble du coût de l'énergie nucléaire. Alors, stabilité des règles, ça veut dire un partenariat étroit entre recherche fondamentale, transfert de technologie en matière d'innovation, parce que c'est là où les traductions pourront se faire
Et en France, dans notre région, l'existence de plusieurs pôles de compétitivité qui sont représentés ici est évidemment un facteur de travail en commun. Le troisième point, c'est que nous sommes en France dans un modèle très centralisé, issu de la période de la Libération, et que l'organisation énergétique va passer dans un modèle décentralisé. Pourquoi? Parce qu'il y aura une production de plus en plus locale. Et cette production de plus en plus locale impliquera aussi des formes de consommation locale, même si nous devons penser au stockage de l'énergie et à la connexion des réseaux. C'est un sujet de recherche très intéressant. Donc à la fois il faut, vous voyez, reprenant une vieille antienne, à la fois il faut penser global, cette question de l'énergie, mais aussi agir local, dans un modèle qui est appelé à être décentralisé de plus en plus. Enfin, dernier point, je crois que la coopération européenne est nécessaire, indispensable. On voit le débat aujourd'hui sur le photovoltaïque et les panneaux chinois. Quel est le régime de taxation qui doit être mis en place? Mais la question est abordée uniquement sous l'angle de la concurrence et non pas sur l'angle des politiques communes que nous devons mener. Et on voit bien que dans le débat actuel, ceux qui veulent avoir des dispositions protectionnistes sont aujourd'hui, disons, contrecarrés par ceux qui sont plutôt dans une attitude où les panneaux chinois ne font qu'une partie du commerce international et qu'au fond, vous reconnaîtrez de qui je parle, il vaut mieux vendre des voitures aux Chinois quitte à avoir quelques productions de panneaux photovoltaïques chinois sur notre territoire. Je pense que l'Europe de l'énergie que l'on appelle est une Europe indispensable à construire. Quand on regarde l'histoire de l'Europe, il y a eu, dans les années 50, la première construction européenne a été la construction de l'Europe du charbon et de l'acier, qui était la question déterminante à l'époque. Comment reconstruire une industrie avec l'énergie de base qui était le charbon? Aujourd'hui, il faut aller vers une communauté européenne de l'énergie. À partir de là, il faut aussi des programmes de coopération. Nous en avons eu un petit programme Interreg franco-suisse qui s'appelait Rêve d'avenir, qui mobilisait 27 collectivités. Pour le futur programme Interreg, je crois qu'il faut s'emparer de cette question, et en particulier la question de la transition vers une économie décarbonée où nous pouvons concrètement montrer des exemples. Pour le moment, ce n'est pas retenu. Donc, raison de plus pour aller dans ce sens-là. Merci. Merci, Monsieur le Président. Voilà, je vous remercie, Monsieur Kéran. Je dois aussi vous demander d'excuser le départ de Madame Lyon, qui a un engagement. C'est une très belle annonce. Vous tenez là un petit scoop. Une très belle annonce au musée de l'Élysée, Madame Lyon. Voilà, on vous laisse. Merci de votre présence. Musée de l'Élysée, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un magnifique musée de la photographie. Voilà, je vais passer maintenant la parole à Monsieur China. Energipolis, c'est le nom du pôle énergie dont vous avez annoncé le lancement il y a quelques mois, dans un canton qui est traditionnellement le château d'eau, disons, de la Suisse romande. On aimerait en savoir un petit peu plus, parce que c'est un projet fort intéressant et qui répond notamment aux questions de transfert de technologies dans le domaine des énergies entre les instituts de recherche et l'économie. Monsieur China. Merci pour cette question, mesdames et messieurs. Je suis très fier d'être aujourd'hui ici sur ce plateau pour parler évidemment aussi du Valais, de sa volonté d'avancer, de se positionner comme un canton ouvert et moderne. Si je résume notre stratégie, pour le Valais, on peut la résumer en 3 éléments. C'est finalement positionner le Valais comme une terre d'avenir, faire du Valais une terre de valorisation, et troisième, transformer le Valais en une terre d'énergie. Alors, pour positionner le Valais en une terre d'avenir, il faut toujours se référer aux atouts, mettre en avant sa passion, son engagement,
ses compétences, mais surtout ses atouts. Et si on parle des atouts, je pourrais presque reprendre les mots de M. Kéran, qui parlait de la région Rhône-Alpes. Avec un peu de modestie, on pourrait dire le Valais est un peu Rhône-Alpes, ce que Rhône-Alpes est pour la France, le Valais est pour la Suisse. Avec les productions hydroélectriques, avec toute une notion de mise en valeur de l'électricité. Mais ce que nous envisageons, évidemment, ce n'est pas se concentrer que sur la force hydraulique, parce qu'on voit des perspectives d'avancer pour augmenter la compétitivité de toute une économie, l'économie valaisanne, et ça passe évidemment par l'innovation, ça passe par la valorisation. La Suisse est un grand pays pour le dépôt des brevets, pour les résultats de la recherche, mais finalement, ce qui compte à la fin, c'est la valorisation de ces résultats, la mise en valeur, et là, nous avons beaucoup investi ces dernières années à travers la Fondation pour l'innovation qui s'appelle chez nous DIARC, et avec un bras armé de cette fondation, qui est Zimarc, qui est une entreprise dans laquelle on trouve 20 personnes qui accompagnent les startups, qui font aussi, qui s'occupent du transfert de la technologie à partir des universités ou des autres écoles, pour finalement créer la valeur ajoutée dans les entreprises. Parce que c'est là que l'innovation porte ses fruits, ou c'est là qu'à un certain moment, on peut diversifier notre tissu économique. Maintenant, pour l'énergie, c'est clair, c'est là que nous voulons pas seulement s'arrêter à la valorisation, mais c'est aussi d'utiliser le Valais comme une sorte de laboratoire vivant pour la mise en application de ces résultats de la recherche, non seulement dans l'hydroélectrique, mais aussi dans le photovoltaïque, dans l'éolien, dans d'autres structures. Et avec ce projet, c'est un projet vraiment intéressant, c'est un projet dans lequel on investit beaucoup de passion, d'engagement, mais aussi des moyens financiers pour atteindre cet objectif de transformer ce Valais en une terre d'énergie, mais c'est aussi dans le domaine des smart grids, du stockage de l'énergie. Le stockage de l'énergie, je crois que c'est un des grands défis pour l'avenir, stockage de l'énergie et finalement la chimie durable, parce qu'on a quand même des atouts chez nous, on a la chimie, la biotech, qui, à travers des entreprises comme BASF, comme Lonza et d'autres, et ce mélange entre la chimie pour les recherches liées au CO2, la séquestration, la valorisation, et je crois que c'est là aussi un des vrais défis, mais à la base aussi cette volonté justement de transformer le Valais en laboratoire de démonstration et de déploiement de grande nature. Je crois que c'est là un vrai défi, puis une belle opportunité, et c'est pour ça qu'on s'engage dans ce domaine. Voilà, on a malheureusement un peu dépassé le temps imparti, Monsieur Longchamp. À vous la difficile mission de conclure. Genève est souvent perçue comme axée sur d'autres domaines que l'énergie, la biotech, la banque bien sûr, mais il est vrai que depuis quelques années, le canton de Genève, ses services industriels ont eu une approche assez innovante et offensive de cette question de la transition énergétique. Je propose qu'on termine avec un petit quart d'heure vaudois de retard. Ça nous laisse encore un peu plus de 5 minutes. Un peu moins de 5 minutes. Oui, monsieur l'organisateur, mes chers collègues, mesdames, messieurs, bonjour à tous. Le canton de Genève est, comme la plupart des régions suisses et françaises et européennes, évidemment engagé dans des programmes énergétiques volontaristes. Il y a un certain nombre de choses que je pourrais citer, mais comme je dois à la fois vous parler du canton de Genève et de conclure, ce qui est d'ailleurs une très bonne chose, je le fais peut-être de manière un tout petit peu plus large. Nous avons des programmes qui sont d'ailleurs des programmes franco-suisses, souvent pour un certain nombre d'éléments. Je pense notamment au programme de recherche en géothermie qui suppose une connaissance du sous-sol qui est évidemment le sous-sol du canton, mais aussi le sous-sol des terrains qui nous sont voisins, des territoires qui nous sont communs.
Nous avons aussi un certain nombre d'infrastructures qui visent, mon cher Jean-Michel, à concurrencer le Valais, puisque nous avons le projet de construire un nouveau barrage à Genève, qui se trouve en aval du canton de Genève, sur un territoire qui est partagé entre la Suisse et la France. Et nous avons le projet, là aussi, d'avoir une infrastructure qui, même si elle produira des kilowatts coûteux, est une infrastructure stratégique. Mais j'aimerais peut-être revenir à un point qui peut-être intéressera ici. L'essentiel aujourd'hui de notre dépendance énergétique et de notre consommation énergétique vient de la construction de nos bâtiments et de la consommation de nos bâtiments. Les États construisent de grands bâtiments. Et je suis moi-même à la tête d'un département qui construit des équipements, d'ailleurs des équipements comme ceux-ci, des infrastructures universitaires, des infrastructures publiques. Et il y a évidemment un certain nombre de techniques à un moment de construction qui amènent un certain nombre de choses. Je suis frappé de voir qu'aujourd'hui, nous sommes en train à Genève de sortir un bâtiment qui va important, de plus de 400 millions d'investissements, qui est d'ailleurs un auditoire universitaire et un bâtiment à vocation de recherche universitaire, le CMU, où les factures et les investissements en matière de chauffage, de ventilation et d'électricité vont, tenez-vous bien, dépasser les factures de grosses œuvres. C'est-à-dire que l'infrastructure de la technique intérieure sera supérieure à celle de l'enveloppe du bâtiment. Et c'est là que je pense que, comme nous sommes dans une académie ici, et que l'académie, c'est fondamentalement à la fois la recherche, mais c'est aussi l'impartialité et la rigueur scientifique, c'est aussi la volonté de transmettre les connaissances avec des rudiments de pédagogie. Je lance ici un appel parce que je suis tout à fait frappé de voir que les normes énergétiques aujourd'hui sur lesquelles nous nous appuyons sont des normes qui, pour l'essentiel, doivent leur origine non pas à des réflexions académiques, mais souvent à des réflexions commerciales. Et c'est souvent les fabricants de certaines technologies qui ont, par un lobby puissant, par aussi des résultats qui étaient intéressants, permis d'insérer dans la façon de construire un certain nombre de normes. Et je suis frappé de voir qu'on les prend avec fort peu de distance, et je suis frappé de voir aussi, puisque je construis des équipements publics, de voir qu'une fois qu'on les a construits, on est très heureux de voir que ces bâtiments sont certes moins gourmands en énergie, peut-être de chauffage, mais alors deviennent extraordinairement gourmands en matière électrique, parce que la régulation de ces bâtiments coûte en réalité plus cher en matière de consommation électrique qu'on ne pouvait l'imaginer au départ, et que d'autre part, on est extrêmement dépendant de technologies qui sont, à mon sens, assez peu durables, sans des investissements considérables. Je vous parlais des factures de grosses œuvres, je vous parlais des factures de chauffage, ventilation et électricité. Lorsqu'un bâtiment, aujourd'hui, consomme tant d'argent à sa construction, il faut voir qu'aussi à l'entretien et surtout à l'amortissement de ce type de choses, nous allons devoir faire face à des budgets qui vont être considérables par rapport évidemment aux grosses œuvres qui, lui, a des durées d'amortissement qui sont beaucoup plus modestes. Donc c'est quand même un certain nombre d'inquiétudes qui sont les nôtres ici, de voir qu'on construit des bâtiments qui sont plus coûteux, qui sont sans doute plus vulnérables, qui consomment une énergie grise et une énergie électrique qui, certes, permet de voir des consommations de fluides, d'autres fluides être limitées, mais j'aimerais bien un jour avoir l'assurance de la rigueur scientifique, du poids de l'académie, qui justement a là, je vois encore le recteur ici, et nous sommes au centre ici de la réflexion technique et polytechnique également pour la Suisse romande, d'avoir une réflexion qui nous assure que les bâtiments que nous sommes en train de construire répondent vraiment à cela. Un dernier exemple, j'étais invité par les métiers de la défense de la construction du bois il y a une semaine à un séminaire, et le fait de construire en bois peut avoir un impact énergétique extrêmement favorable. Mais encore dépend-il de savoir d'où vient le bois. Si c'est le bois de nos forêts que nous exploitons et qui, pour les faire venir en matière de transport, nécessite une énergie grise qui est relativement modeste, ça a évidemment un rapport de 1 à 10 par rapport à l'épineuse question de savoir si on fait venir le bois de Scandinavie. Ces questions ont l'air modestes, mais quand vous voyez évidemment le bilan énergétique général, je pense à un moment que l'académie, que les écoles polytechniques, avec leur rigueur, avec leur impartialité, avec leur indépendance face à certaines options qui sont des options de nature commerciale, et ne voyez aucunement quelque chose de péjoratif dans l'utilisation de ce mot, je pense que là, nous avons peut-être